Vous regardez Al24 News, madame, monsieur, bonsoir. À l'actualité de ce samedi 10 septembre. Le prince de Galles proclamé roi d'Angleterre ce samedi, il prend le nom de Charles III. Alors que l'opération militaire russe se poursuit en Ukraine, Washington réaffirme son soutien à Kiev. Après une brouille avec l'Albanie, Téhéran dénonce les sanctions américaines à l'encontre du ministère iranien des renseignements. Antonio Guterres en visite au Pakistan. Le secrétaire général des Nations Unies appelle à l'aide internationale suite aux inondations qui touchent le pays. Deux jours après le décès de la reine Elisabeth II, son fils, le roi Charles III, a officiellement été proclamé roi d'Angleterre ce samedi 10 septembre. À 73 ans, c'est ému que le roi s'est adressé à son peuple avant de se rendre à Buckingham Palace sous les applaudissements de la foule présente pour l'occasion. Safwan Ben Sabri. Charles III, 73 ans, a été officiellement proclamé roi d'Angleterre samedi 10 septembre, 2 jours après la mort de sa mère, Elisabeth II, qui a ouvert une période de deuil national et une nouvelle époque pour la monarchie britannique. La cérémonie, télévisée pour la première fois, a eu lieu au palais de St. James en présence de la nouvelle reine consort Camilla, du nouvel héritier du trône William, de la première ministre Liz Truss et de plusieurs de ses prédécesseurs. Dans son discours, le roi Charles II s'est dit profondément conscient des devoirs et lourdes responsabilités liées à ses nouvelles fonctions, prêtant serment devant le conseil d'accession qui venait de le proclamer monarque. Je suis profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté qui me sont désormais transmis. Après avoir été ovationné vendredi devant le palais de Buckingham par des milliers de personnes, Charles III a promis dans son premier discours en tant que souverain de servir les Britanniques toute sa vie, comme sa mère Elisabeth II l'avait fait lors de son 21e anniversaire. L'acte de proclamation a été lu ensuite du balcon du palais par le Garter King of Arms, officier représentant de l'autorité héraldique britannique. À n'en pas douter, une nouvelle ère s'ouvre désormais pour la monarchie britannique, sous le règne de Charles III. Et lors de sa première allocution, le roi Charles III a promis de servir les Britanniques toute sa vie, reprenant l'engagement qu'avait pris sa défunte mère. Il a qualifié Elisabeth II d'inspiration et d'exemple pour lui, ainsi que pour toute sa famille. Suite à la cérémonie de proclamation, la première ministre Liz Truss et les hauts députés lui ont prêté serment en début d'après-midi à la Chambre des communes. According to law, so help me God. His heirs and successors. Les messages de félicitations au roi Charles III se sont multipliés, à commencer par celui du président algérien. Abdelmadjid Tebboune a saisi l'occasion pour se féliciter de l'excellence des relations unissant les deux pays. Il a également réaffirmé sa ferme détermination et son attachement total à maintenir la coordination, la concertation et la coopération au mieux des intérêts des deux peuples et à raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération bilatérales. Il y a également eu les félicitations du président russe Vladimir Poutine qui, lui, souhaite succès, bonne santé et tout le meilleur au roi Charles III. Alors il faut savoir que la reine Elisabeth était la 3e plus grande fortune du Royaume-Uni. Après 70 années de règne, sa fortune personnelle est estimée à 370 millions de livres. Une fortune personnelle dont une partie est connue et gérée par le gouvernement, mais une autre reste tout de même privée. Et oui, les monarques britanniques ne sont pas obligés de révéler leur fortune privée. Mohamed Wali Ben Chaban. Durant toute sa période de règne, la reine Elisabeth II a accumulé une fortune personnelle estimée à 370 millions de livres, selon le Sunday Times. Une partie de cette somme colossale est connue et gérée par le gouvernement, mais une autre reste privée.
La reine bénéficiait d'un train de vie royal pris en charge par le contribuable britannique. La famille royale bénéficiait des revenus de gigantesques patrimoines privés dont les détails ne sont pas totalement connus. Les dépenses liées aux activités officielles de représentation de la reine ou des membres de sa famille viennent d'une allocation annuelle du Trésor public qui a atteint 86 millions de livres, dont une rallonge accordée pendant 10 ans pour la rénovation de Buckingham Palace. Considérée comme une institution milliardaire, la couronne britannique a de colossaux bénéfices. L'allocation souveraine sert notamment à rémunérer plus de 500 employés des Windsor. La bourse privée désigne les revenus cachés de la reine. Ils proviennent des recettes de quelques 650 millions de livres d'actifs du duché de Lancaster. À 370 millions de livres, la reine Elisabeth II arrive loin dans le classement des grandes fortunes au Royaume-Uni. La Rich List du Times, classement qui fait référence étant dominé par les frères Sri et Gopi Hinduja avec plus de 28 milliards de livres. Alors, les funérailles de la reine Elisabeth II auront lieu lundi 19 septembre. Le cercueil sera acheminé à l'abbaye de Westminster où aura lieu la cérémonie en présence de quelques 2000 personnes, dont des dignitaires venus du monde entier. 2 minutes de silence seront également observées à midi à travers tout le pays. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Beurre FM et à France Maghreb. La Grande-Bretagne organise une cérémonie après l'autre. Cela engendre d'importantes dépenses. Quels coûts peuvent avoir justement ces événements organisés par la famille royale? Cela peut être de l'ordre de plusieurs millions de livres. Les coûts exacts n'ont jamais vraiment été de l'ordre public. Oui, tout à fait. En règle générale, avec le protocole qui est imposé, qui est très lourd, et puis le nombre d'invités très conséquent qu'il va y avoir, des dispositifs de défense qui va être mis en place, en règle générale, on n'annonce pas les coûts des opérations de mariage, d'enterrement, dans ce genre de cérémonie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que la famille royale d'Angleterre a une vraie tradition de secret sur sa fortune. Ça a été soulevé dans le reportage. Effectivement, on estime que c'est une fortune qui se chiffrerait à 350 millions de livres. Elle est sans doute sous-évaluée, mais en vérité, cette fortune qui a été pour partie amputée dans les années 70 se chiffre à certainement beaucoup plus si on fait attention à la valorisation des actifs. Très bien. Alors, le faste déployé par la couronne britannique lors de différentes cérémonies royales réalise sûrement un retour sur investissement. Quel genre de retour économique, certes, mais aussi un pouvoir d'influence dans le monde? Qu'en pensez-vous? Tout à fait. L'image de la famille royale d'Angleterre, c'est l'image d'une famille royale. Il en reste très peu en Europe communautaire. Par exemple, il n'y a plus que cette grande famille royale. C'est la famille royale qui est la plus conservatrice, qui est la plus respectée, qui est la plus admirée au demeurant, qui a fait couler le plus d'encre. On se rappelle du mariage en grande pompe de Lady Diana dans les années 80. C'est une famille qui est considérée comme étant l'archétype même de l'idée conservatrice de l'Angleterre victorienne. On prend l'exemple de cette fameuse reine qui a régné à l'époque. Et donc, la famille royale d'Angleterre a toujours eu une fascination, elle a toujours provoqué une fascination par rapport aux autres pays européens, et pas seulement. On se rend bien compte que, par exemple, lorsque la reine d'Angleterre, la nouvelle reine d'Angleterre qui vient de nous quitter, arrive au pouvoir, elle prend sa succession par la mort de son père quand elle est au Kenya. Et déjà au Kenya, il y avait des problèmes, des mouvements indépendantistes qui étaient sur place. Il n'en demeure pas moins qu'elle a toujours gardé une image de quelqu'un qui était modéré, c'est l'image qu'elle a envoyée, et sa fortune lui sert beaucoup parce que ça permet de pérenniser l'idée avec tous ces fastes de ce royaume d'Angleterre que c'est un pays qui est stable, qui est conservateur, qui est respectueux des traditions et surtout qui est un pays qui a su ménager, avec 52 États aujourd'hui dans le Commonwealth, ménager sa zone d'influence par rapport au reste du monde. C'est-à-dire que la couronne d'Angleterre qui règne sur 7 grands États au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui il y a encore des États qui sont sous la couronne d'Angleterre. Je ne parle pas du Royaume-Uni anglais, qui est constitué de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord et puis de l'Écosse. Ça c'est une des sphères d'influence directe et évidente, le contrôle est direct, mais je parle vraiment de ce qu'on appelle le Commonwealth, donc le bien commun anglais, qui va bien au-delà des frontières anglaises, puisque ça va jusque du Canada, en passant par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et beaucoup de pays comme ça sous influence, dont l'Afrique du Sud d'ailleurs. Et justement, à propos de coûts, est-ce que, selon vous, le Commonwealth serait un poids
pour la Grande-Bretagne? Alors bien au contraire, le Brexit qui a eu lieu à la suite de ce fameux référendum a fait plonger les indices anglais au début de cette annonce, qui était une surprise généralisée pour le reste de l'Europe. Ils ont compté beaucoup, ceux qui étaient pro-Brexit, sur l'idée de se dire que notre Commonwealth nous suffit, parce que la décolonisation s'est faite dans des conditions qui étaient beaucoup moins atroces que celles des Français, bien évidemment, et surtout parce que les intérêts anglais ont été préservés, et largement préservés dans la plupart des zones d'influence du reste de cet empire qu'on appelle thalassocratique. Donc c'est un empire des mers, c'est un empire qui s'est étendu par la mer. Et bien aujourd'hui, l'influence anglaise en termes de modèle est tellement grande que certains pays francophones d'Afrique, il y en a 4 aujourd'hui, Rwanda dernièrement, ou encore d'autres pays qui s'y intéressent de plus en plus en Afrique de l'Ouest, des pays africains pensent avec cette espèce de faste, cette espèce de réussite, ce sentiment que les pays anciennement colonisés par les Anglais ont une meilleure réussite, on voit bien avec l'Inde ou le Pakistan par exemple, ou encore même le Nigeria, ont une meilleure réussite économique que les pays colonisés par les Espagnols, les Français en particulier, ou les Portugais, qui n'ont aucune réussite économique pour la plupart d'entre eux. Eh bien, l'idée reçue, c'est de se dire que l'Angleterre, finalement, par la création de cette richesse, qui est quand même la première puissance industrielle qui est née dans le monde, hein, la première puissance financière, parce que la City était la première puissance des barrages, elle a quasiment tout inventé, et bien l'Angleterre, en s'arrimant à elle, peut donner des chances de réussite aux pays qui feraient partie de ce fameux Commonwealth. Donc c'est une sorte de supra-Europe, au-delà du monde, qui appartient à l'Angleterre cette fois-ci, et elle n'avait évidemment pas besoin de l'Europe pour briller du point de vue de ceux qui ont quitté l'Europe, bien sûr. Très bien, merci beaucoup Monsieur Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes journaliste à Beurre FM et à France Maghreb. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dans l'actualité également, les ministres européens de l'énergie favorables à une série de mesures d'urgence pour enrayer la flambée des factures de gaz et d'électricité. Réunis à Bruxelles, les représentants des 27 se sont entendus sur une orientation commune, évoquant même un plafonnement du prix des importations de gaz de l'Union européenne. L'Allemagne est prête à arrêter ses approvisionnements en gaz russe. De nouveaux terminaux seront construits. Nous avons parlé à nos amis des côtes ouest européennes, avec les Pays-Bas, la Belgique, pour qu'ils étendent les terminaux et les capacités des gazoducs avec la France, qui nous fournira du gaz pour la première fois. Par ailleurs, les opérations militaires russes se poursuivent en Ukraine. Les troupes de Moscou continuent de cibler les positions des forces et des infrastructures militaires ukrainiennes, au même moment où plusieurs informations font état d'une avancée des unités de Kiev dans la région de Kharkiv. On fait le point justement avec Amin Toutah. Des renforts militaires russes en direction de la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Il s'agit pour le Kremlin d'une réponse à l'avancée des troupes ukrainiennes vers Kharkiv. Pour le président Volodymyr Zelensky, plus d'une trentaine de localités seraient prises par les forces ukrainiennes. À l'heure actuelle, les forces armées ukrainiennes ont libéré et pris le contrôle de plus de 30 localités dans la région de Kharkiv. Dans certains villages de la région, des contrôles de sécurité et de sûreté sont en cours. Nous prenons progressivement le contrôle des nouvelles localités. Nous rendons le drapeau ukrainien et la protection à nos citoyens partout. Dans la région du Donbass, contrôlée essentiellement par la Russie depuis des mois, Kiev affirme que ses unités avaient avancé près de Kramatorsk et de Sloviansk. Pour la défense russe, ses forces aériennes ont ciblé ces dernières heures le quartier général et des sites d'unités ukrainiennes, y compris dans des régions à Kharkiv et un centre de commandement à Donetsk, ainsi que la destruction de la station radar aérienne de Nikolaïev. Sur le terrain diplomatique, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, est arrivée à Kiev. Il s'agit de son deuxième déplacement en Ukraine depuis le début du conflit au mois de février passé. Auparavant, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit engagé à assumer une responsabilité particulière pour appuyer Kiev en renforçant ses systèmes d'artillerie et de défense aérienne. Et dans la foulée du déplacement du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Ukraine, la Maison-Blanche octroie une nouvelle tranche d'aide militaire estimée à 675 millions de dollars, sous forme de livraison de munitions et de nouveaux lance-missiles multiples mobiles. Et lors d'une réunion virtuelle avec les alliés et partenaires des États-Unis, le président Joe Biden a indiqué l'importance de maintenir une aide internationale pour Kiev. Élection générale ce dimanche en Suède, des élections qui s'annoncent serrées. La droite est prête à revenir au pouvoir en s'appuyant pour la première fois sur l'extrême droite, alors que la gauche, de son côté, cherche 4 années de plus.
La criminalité et l'immigration occupent le devant de la scène, là où, quand on regarde l'histoire, les élections suédoises ont toujours été sur l'État-providence, l'économie, mais également l'emploi. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères dénonce les nouvelles sanctions imposées par les États-Unis à l'encontre du ministère iranien du renseignement, accusé par Tirana d'être à l'origine d'une cyberattaque massive dont a été victime l'Albanie en juillet dernier. Retour sur cette affaire avec Souhila Kilal. Les autorités iraniennes condamnent fermement les nouvelles sanctions américaines imposées au ministère des Renseignements iranien, accusé d'être derrière une cyberattaque contre l'Albanie. Dans un communiqué rendu public, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a indiqué que Téhéran rejette les accusations infondées sur cette cyberattaque et qualifie la récente rupture des relations décidées par l'Albanie d'action mal avisée et irréfléchie, ajoutant que le soutien immédiat de l'Amérique à la fausse accusation du gouvernement albanais démontre que les États-Unis sont derrière ce scénario. Pour rappel, le 7 septembre dernier, l'Albanie, alliée des États-Unis à l'OTAN, a rompu ses relations avec l'Iran, l'accusant d'être responsable d'une lourde cyberattaque contre les infrastructures numériques du gouvernement albanais en juillet dernier. Ce qui a fait immédiatement réagir les autorités américaines. Ces dernières ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions, principalement contre le ministère iranien des Renseignements et son ministre Ismail Khatib, les accusant de superviser plusieurs réseaux de cyberespionnage et de piratage dans le monde. Les sanctions prévues concernent également le gel de l'ensemble des avoirs et biens possédés par les personnes désignées aux États-Unis et interdisent aux entreprises américaines dans les banques de commercer avec elles. Ces sanctions viennent s'ajouter à celles déjà prises sur le dossier du nucléaire iranien, comme si cela ne suffisait pas pour les États-Unis, qui font feu de tout bois pour faire plier Téhéran. Les attaques d'occupation sionistes se poursuivent. L'armée sioniste a arrêté un certain nombre de Palestiniens aujourd'hui lors d'une série d'incursions dans plusieurs zones de la Cisjordanie. Elle a également assiégé 2 maisons dans la ville de Jama'in, au sud de Naplouse. Et puis une nouvelle manifestation dénonçant la normalisation du régime marocain avec l'entité sioniste a été organisée hier vendredi devant le Parlement à Rabat par des ONG locales et des militants anti-normalisation dont le Front marocain pour la Palestine et contre la normalisation. Plus d'une centaine de manifestants ont scandé des chants stigmatisant le rapprochement entre le Marzen et l'entité sioniste. Le chef de la diplomatie du Marzen a été dans la foulée conspué par les manifestants qui lui reprochent sa responsabilité dans la normalisation avec l'entité sioniste. Et puis le ministre péruvien des Affaires étrangères, José Miguel Rodríguez Macay, désavoué par le président Pedro Castillo en raison de son récent dérapage à propos de la cause sahraoui. Le départ du chef de la diplomatie péruvienne intervient 1 mois et 4 jours seulement après son investiture à ce poste. Le chef de la diplomatie avait annoncé la désolidarisation de son pays avec la cause sahraoui. Le président péruvien qui réaffirme par ailleurs son soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et son attachement aux liens avec la République arabe sahraoui démocratique. Les travaux de la 19e commission mixte algéro-mauritanienne prévue la semaine prochaine à Nouakchott, ils seront présidés par les premiers ministres des 2 pays. Plusieurs accords dans différents secteurs devront être signés. La tenue de cette commission mixte permettra à l'Algérie et à la Mauritanie de renforcer davantage leurs relations déjà ancrées dans l'histoire. Les travaux de cette commission interviennent plus de 9 mois après la visite d'État effectuée à Alger par le président mauritanien. Pas moins de 14 accords de coopération avaient alors été signés entre les 2 pays. En visite depuis vendredi au Pakistan, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exhorte le monde à être solidaire avec les victimes des inondations qui touchent le pays. Antonio Guterres qui rappelle une fois de plus qu'il est urgent de prendre conscience des conséquences des changements climatiques. Tininan Makassi. Au 2e jour de sa visite au Pakistan, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a visité les provinces du Sindh et du Baloutchistan, 2 provinces gravement touchées par la calamité qui frappe le pays depuis des mois.
Le Pakistan a besoin d'un soutien financier massif pour répondre à cette crise qui a coûté, selon certaines estimations que j'ai entendues aujourd'hui, environ 30 milliards de dollars. Et ce montant augmente. Ce soutien est tout à fait nécessaire et ce n'est pas une question de solidarité, c'est une question de justice. Face à l'ampleur de la catastrophe, le secrétaire des Nations Unies exhorte la communauté internationale à faire preuve de solidarité avant de réaffirmer l'engagement de son institution auprès des victimes des inondations. Je tiens à vous rassurer, nous ferons tout notre possible pour mobiliser la communauté internationale afin de soutenir votre pays et vous tous dans cette situation dramatique. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Pas moins de 1300 morts sont à déplorer et en moins 12 722 blessés selon les autorités pakistanaises. Et à propos de climat, l'Afrique refuse la transition énergétique imposée par les pays riches. Le continent émet moins de 4% des émissions mondiales de CO2, selon l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui s'exprimait cette semaine. Alors paradoxalement, l'Afrique subit la majorité des conséquences du changement climatique, notamment la sécheresse et les inondations. La promesse non tenue des pays riches de porter à 100 milliards de dollars par an en 2020 l'aide aux pays pauvres pour réduire leurs émissions et s'adapter aux impacts sera d'ailleurs sans aucun doute, encore une fois, l'un des sujets du contentieux de cette COP au parfum africain. Et puis c'est l'événement sportif de la journée. Nous sommes à 1h30 de la finale de l'US Open, une finale qui opposera la Tunisienne Ons Jabeur, âgée de 28 ans, à la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondial. Il s'agit de la deuxième finale Grand Chelem d'affilée pour Ons Jabeur après celle de Wimbledon. La 5e mondiale s'est qualifiée en finale en s'imposant face à Caroline Garcia en 2-7, 6-1, 6-3 en 1h06. Ons a eu un parcours qui n'était pas facile. Elle a pu, lors des premiers tours, éliminer 3 Américaines. La demi-finale était grandiose, une demi-finale vraiment... Ons, elle a sorti un jeu exceptionnel, une tactique exceptionnelle. Aujourd'hui, à ce stade final d'un Grand Chelem, on ne va plus parler de classement. Ce n'est qu'un chiffre pour moi, être numéro 1 ou être numéro 2. Aujourd'hui, celle qui va être prête, celle qui va savoir plutôt gérer ses émotions, celle qui va être agressive, celle qui va être audacieuse, va certes gagner le match et elle va s'inscrire dans l'histoire du tennis mondial, à savoir remporter un Grand Chelem. Et Dieu sait combien c'est important pour nous, parce que la vérité, Ons, cette année, elle a fait un bon parcours, elle s'est battue, elle a amélioré son classement, elle était là. Je crois qu'aujourd'hui, elle mérite amplement cette victoire. Voilà, c'était Selma El Molhi, présidente de la Fédération tunisienne de tennis. Elle répondait à Salah Faisal. Et voilà qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos réseaux sociaux. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée sur Al24 News.